Plus de 2 milliards de dollars, soit environ 34 milliards de dollars actuels, et 130 000 travailleurs, dont les meilleurs physiciens, chimistes et ingénieurs des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. C'est ce qu'aura nécessité le projet Manhattan de 1942. Une épopée qui aboutira au développement de la bombe nucléaire et sera encore une preuve que la mise de moyens au service d'une volonté déterminée peut catalyser des avancées historiques. Ce projet est né de la guerre contre les forces de l'Axe. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau en guerre contre le réchauffement climatique. Et c'est dans ce contexte que 39 scientifiques ont signé, en octobre dernier, une tribune publiée dans le journal Le Monde, appelant à la mise en œuvre d'un projet Manhattan de la transition écologique. Monsieur le directeur, chers professeurs, chères étudiantes et étudiants, bienvenue à la première soirée d'un cycle de conférences organisé par Télécom Paris autour de ce projet Manhattan de la transition écologique. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir le physicien Mathieu Lisée et le mathématicien Yves Laszlo, tous deux signataires de cette tribune. Monsieur Lisée, votre appétence pour la physique vous amène à intégrer l'école polytechnique, où vous brillez en remportant avec votre équipe le tournoi international des physiciens. Vous poursuivez ensuite vos études dans la physique de la matière condensée et effectuez des stages dans le domaine des technologies quantiques. Vous êtes actuellement doctorant en nanofluidique à l'École normale supérieure et avez à cœur la transition écologique et le défi que pose la réindustrialisation de la France. Monsieur Laszlo, vous commencez par effectuer une thèse en géométrie algébrique à l'Université Paris-Sud, devenue aujourd'hui l'Université Paris-Saclay. Après un passage par le CNRS, vous y revenez en tant que professeur et vous fondez la Fondation mathématique Jacques Hadamard qui a pour but de fédérer les mathématiciens du plateau de Saclay. Vous devenez ensuite directeur adjoint des sciences à l'École normale supérieure avant de devenir directeur de l'enseignement et de la recherche à l'École polytechnique. Après 2 ans à ce poste, vous démissionnez et redevenez professeur à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes intéressé par les questions liées au développement, comme en témoigne votre présence au conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement. Quel impact aura ce projet Manhattan sur notre société? Comment le financer? Comment étendre les solutions au niveau mondial? Voici un aperçu des questions auxquelles nos invités répondront ce soir. Merci encore à tous les deux pour votre présence et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente conférence. De quoi s'agit-il? Donc Mathieu veut absolument que je commente la première slide. Donc je pense que sur le bas, vous reconnaissez de l'extraction de pétrole, qui n'est pas l'activité la plus écologique que l'on connaisse. Donc une des questions, ça va être effectivement de décarboner les sources d'énergie. Ce n'est pas le seul problème, loin s'en faut, de la transition écologique, mais ça a une importance extrêmement grande. Et c'est finalement un des sujets cœurs que nous allons aborder. L'autre, c'est une gravure qui est dans mon salon. Donc c'est une édition juste du 19e, d'une gravure de Dürer qui s'appelle La Mélancolie. Et la raison pour laquelle on a choisi cette illustration, c'est un peu cette mélancolie de quelqu'un qui regarde un peu au loin, un peu, on imagine la Terre, il y a du vivant là-dedans, et avec... vous reconnaissez, alors c'est pas tout à fait un solide platonicien, vous voyez une sphère avec l'image des sciences dedans. C'est finalement ce lien entre les sciences et la vie, les sciences et la nature, et ce doute, cette mélancolie qu'il y a à regarder cette nature qui se dégrade et de façon extrême. Donc ici vous avez les courbes d'évolution de température depuis un certain nombre de dizaines d'années, et vous voyez que cette année on sortait même pour la première fois des prévisions les pires qu'on aurait pu faire. Et les deux autres, je les ai choisis pour vous montrer que le réchauffement climatique, c'est pas quelque chose d'abstrait. Donc vous voyez des gens qui se baignent en octobre, il a fait jusqu'à 35 degrés dans le Var en octobre dernier. Et l'autre, on pourrait croire que c'est quelque part au Sahel ou quelque chose comme ça, sauf que c'est une photo de la Terre dans les Pyrénées. Là, ce qu'on a mis sur cette slide-là, c'est les scénarios du GIEC. Donc en fait, ce qu'on voit en haut, c'est des hypothèses de travail. En fait, c'est les émissions en fonction du temps dans les années à venir. Et il y a en gros au GIEC qui prennent environ 5 scénarios.
qui sont les émissions qu'on pourrait faire à l'avenir. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le scénario, nous en gros on est à peu près sur le scénario 4, quasiment toutes les, donc la courbe que Yves a montrée juste avant, la prédiction c'était le scénario 4, et puis on voit que le scénario 5, c'est le scénario, on n'arrive pas du tout à réduire, on continue à augmenter fortement les émissions. Scénario 3, 2, 1, c'est des transitions plus ou moins rapides, enfin des décarbonations mondiales plus ou moins rapides. Là, on est à 60 milliards de tonnes par an de CO2 émis, et voilà, il faut tomber à zéro en 2050. En gros, si on arrive à rester sur le scénario 1 ou 2, on reste sous les 2 degrés, a priori, parce que là, il y a encore pas mal d'hypothèses sur la stabilité des modèles, avec les limites planétaires qui sont dépassées, etc., qui peuvent vraiment faire que les modèles ne marchent plus. Mais donc, en gros, donc ça, c'est ce qu'on voit sur le graphe du bas. Nous, on veut rester absolument sur les scénarios 1 et 2. Et voilà, donc... De quoi on parle quand on parle du réchauffement climatique? Bon, maintenant, tout le monde le sait, donc ça sert à rien d'y passer 40 ans, mais on parle quand même de centaines de millions de déplacés. Aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines de millions de déplacés climatiques, donc de gens qui quittent qui deviennent des migrants du jour au lendemain. Et donc la majorité, on les voit pas encore en Europe, parce que c'est souvent des déplacés de beaucoup plus courte distance que les déplacés par les guerres. Mais voilà, ça va être quelque chose qui va être un des enjeux structurants du siècle qui arrive. Et donc, ce qui est intéressant, c'est, en fait, la plupart du temps, ça va être des déplacés qui vont être déplacés, par exemple, par les sécheresses. Ça va être des agriculteurs qui perdent complètement leurs revenus, ou des choses comme ça, par exemple, à cause des catastrophes naturelles ou des sécheresses. Et là, ce qu'on voit sur le graphe pour l'Iran, c'est la fréquence des sécheresses extrêmes. Donc, c'est... voilà, un événement qui apparaissait tous les 80 ans dans l'ère pré-industrielle. Voilà, on voit certains niveaux de réchauffement. Il commence à apparaître au bout de 5 ans. Et puis à 2 degrés, il apparaît tout le temps, tous les 2 ans, quoi. Donc il devient 40 fois plus fréquent, cet événement-là. Donc bon, en gros, avant, c'était ce que les grands-parents racontaient à leurs petits-enfants. Demain, ce sera ce dont on va parler au petit-déjeuner, quoi. Voilà, c'est le programme. Donc c'est quand même quelque chose qui va être assez inquiétant. Et donc voilà, donc c'est juste pour dire que, en gros, à peu près tous les investissements sont justifiés pour éviter ça. C'est en gros pour dire que on peut pas tellement nous opposer quoi que ce soit là-dessus. Enfin, il faut absolument qu'on arrive à réduire les émissions. Et donc, en fait, pour l'instant, on a quand même une immense victoire à laquelle la France a bien contribué sur le réchauffement climatique. C'est les accords de Paris, qui sont vraiment ce qui structure toute l'action climatique au niveau mondial, et même au niveau national, enfin, au niveau de toutes les organisations, c'est la décarbonation à l'horizon 2050, on vise la neutralité carbone en 2050. Et ça, c'est vraiment les accords de Paris. C'est vraiment une victoire politique extraordinaire, hein, ce truc qui a été signé par beaucoup de monde. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on se base, et c'est un défi colossal d'arriver à réduire de cette manière-là. Donc voilà, nous ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut quand même qu'on se rende compte qu'on est dans un état d'urgence. C'est que c'est pas la nouvelle politique des années qui viennent qui va devoir prendre ça en compte. C'est que c'est vraiment un état d'urgence absolu, et que enfin voilà, mais en général, de toute façon, les jeunes ont vraiment conscience de ça, mais c'est une crise qui doit nous mobiliser, comme le fait une guerre. Quand il y a une guerre, toute l'économie se transforme pour répondre à la guerre. Tout le monde commence à faire des armes, ou je sais pas, à soigner les blessés, ou à faire ce dont l'armée a besoin. Là, nous, on n'est clairement pas dans ce cas-là. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de mobilisation pour le climat. Et donc nous, on voit ça vraiment du point de vue scientifique, technique. Il faut qu'on arrive à mobiliser la science et l'industrie pour réussir à faire, en gros, la partie technique de cette transition. Alors, le point qui est important, c'est que la science n'a pas réponse à tout. Nous ne sommes pas des technosolutionnistes, comme disent parfois certaines personnes. Il est évident que, et on le verra de manière chiffrée avec Mathieu, qu'il y a d'abord 2 aspects qui sont extraordinairement importants. Un, c'est l'aspect des usages, comment modifier nos usages, comment modifier notre comportement dans la société, comment aboutir à une croissance durable, comment, ici j'ai donné une photo, ça c'est les avions intentés dans le ciel européen, comment diminuer notre utilisation de l'avion, etc. Donc comment on fait changer nos usages, comment socialement on intervient, c'est une question qui est avant tout une question de politique publique et de comportement individuel qui sont liés.
Le deuxième point qui est aussi extrêmement important, c'est d'améliorer l'efficacité industrielle des divers procédés qu'on peut avoir. Ça peut être de faire les réglages qu'on peut sur le mix énergétique, ça peut être la rénovation des bâtiments, ça peut être tout ce genre d'augmenter de façon incrémentale l'efficacité des procédés qu'on peut avoir dans notre vie. Donc, changer les comportements et améliorer de manière incrémentale ce dont nous avons. Ça, c'est les deux premiers points, et c'est absolument fondamental, mais ce n'est pas ce à quoi on s'adresse, et on expliquera pour ça. La science a des réponses, mais la science seule ne répondra pas au changement climatique. Ça, c'est quelque chose de très important. En revanche, on ne répondra pas aux exigences du changement climatique sans la science. D'abord, au niveau français, mais clairement au niveau européen, pour avoir un impact, tout simplement parce que c'est une crise mondiale et qu'il faut avoir un impact très fort, c'est s'attaquer au déploiement de nouvelles technologies de rupture décarbonées. Donc, je donnais quelques exemples ici sur la diapo. Je ne sais pas si on les voit à la grande télévision, là. Donner quelques ordres de grandeur. Donc, en bas, vous avez une aciérie. Donc, l'acier, c'est un produit assez utile dans la vie de tous les jours. Une aciérie standard, c'est à peu près la consommation de 7 millions de foyers, la consommation électrique de 7 millions de foyers par an. Donc, tant que, en tout cas, ce n'est pas décarboné, ça fait beaucoup d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Le deuxième exemple, c'est l'ammoniac. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous des fans de la chimie. Je ne suis pas sûr d'être un fan de la chimie non plus, mais c'est extrêmement important. L'ammoniac, c'est les engrais. Hein, donc, c'est la nourriture, c'est juste ça. C'est aussi les fluides caloporteurs dans les usines qui font de l'énergie marine. Et c'est responsable, en gros, d'1,5% des émissions de CO2 mondiales. Et il y a un procédé, le procédé de Haber-Bosch. On doit beaucoup chauffer, on doit beaucoup consommer d'énergie là-dessus. Et il y a vraiment un enjeu très très fort à décarboner l'ammoniac. Il y a des tentatives, il y a des choses qui ne sont pas encore à l'échelle. Ici, c'est un exemple d'énergie bleue. En haut, comment fabriquer de l'énergie verte avec l'osmose, à travers des membranes. Avec les gradients salins entre les fleuves et la mer, quoi. Ou alors dans les usines de désalinisation. Là, maintenant, on essaye d'être un peu plus concret, quoi. Donc on a cette transition à faire. C'est évident qu'on a une partie de la réponse qui sera de la science, et de la technique, et de la technologie, et de l'industrie. Et ça, je pense que c'est hyper important pour les jeunes ingénieurs. Moi, d'ailleurs, je suis un ancien de l'Institut Polytechnique de Paris aussi, ça fait pas longtemps que je l'ai quitté. Et moi, je trouvais qu'à l'époque, il y avait énormément de gens qui perdaient le sens de leurs études d'ingénieur en se disant voilà, ça n'a pas de sens, c'est la science qui est la cause de tout, c'est le fait qu'on soit une société technique, c'est ça qui nous a mis dans cette situation. Voilà, mais de toute façon, je veux dire, faut regarder les choses de manière pragmatique. On a une énorme réduction à faire, une énorme transformation industrielle, technique en général à faire, et donc voilà, c'est les outils, c'est notamment les outils de la science et de la technique qui vont y contribuer. Et c'est pour ça que, à mon avis, le métier d'ingénieur a plus de sens aujourd'hui que plus tôt dans l'histoire. Donc là, concrètement, nous, on se retrouve avec 60 milliards de tonnes de CO2 émises par an. Faut qu'on descende à 24, en gros, pour être sur les 40 que vous avez vus deux slides précédentes, qui sont en gros le bilan net. Donc la Terre nous fait le cadeau d'en absorber à peu près 24 milliards par an, ce qui va changer une fois que l'Amazonie sera plus fonctionnelle, mais bon, pour l'instant, on a à peu près ça. Et donc, il faut... ah oui, non, pardon, c'est à peu près 16. Et donc il faut... En gros, nous, notre but, c'est de descendre... ce que les planifications, ce que les technologies actuelles nous permettent de faire, c'est en gros de réduire de 60 jusqu'à 24. Et il nous reste, donc ça te fait à peu près 60% de la réduction qu'on doit faire, et il nous reste en gros un reste à charge de environ 40%, qui est pas faisable avec les technologies qu'on a à disposition pour l'instant. Et donc ça, bon, évidemment, c'est sujet à des hypothèses, mais c'est quand même assez problématique. Ça veut dire qu'on peut faire des plans, de transformation, on peut faire voilà, il nous manque toujours quelque chose. Et donc nous, ce qu'on veut adresser, c'est les technologies de rupture, parce qu'on est dans on parle de la recherche. Ce qu'on veut, c'est développer ces technologies de rupture-là qui vont permettre de décarboner les 40% restants. Et donc le projet Manhattan, c'est exactement ça, de notre point de vue, qui doit attaquer. C'est toutes ces technologies qui sont pour l'instant des embryons, qui sont des idées, qui sont des expériences de laboratoire. Il faut absolument les faire passer à l'échelle absolument le plus rapidement possible, et c'est là qu'on a besoin de mettre des moyens, c'est là qu'on a besoin de mettre de l'énergie. Donc on a besoin d'aller chercher dans les laboratoires ce qui pourrait devenir des technologies de décarbonation majeures,
et les accélérer. Donc faire gagner ce que les Américains appellent TRL, Technological Readiness Level, et donc en français niveau de maturité technologique. Et il faut l'accélérer le plus vite possible, donc en mettant tout en œuvre sur des technologies ciblées. Et donc vraiment, l'idée, c'est ça, c'est d'aller chercher ce qui pourrait marcher dans les labos, de mettre les moyens de prototypage, de recherche, de passage à l'échelle pour aller décarboner. Donc évidemment, le secteur de l'énergie qui est l'éléphant au centre de la pièce. Puis tous les autres secteurs, donc Yves va parler de l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est absolument crucial. Aujourd'hui, on a quasiment plus personne qui est agriculteur dans la société. C'est à cause de quoi? C'est à cause du pétrole et de l'ammoniac. Le transport, voilà, donc c'est évidemment ça. Et puis industrie, construction, le ciment, c'est énorme. L'acier, c'est 8%. Le ciment, c'est encore plus. Voilà, l'ammoniac, c'est 1% à peu près. Enfin voilà, donc les émissions sont extrêmement diffuses et on est obligé de s'attaquer à énormément de secteurs qui chacun ont des procédés chimiques, des procédés physiques et puis des procédés numériques qui sont absolument cruciaux et qu'il faut qu'on décarbone. Donc, ce qu'on propose de faire, donc comment on fait? Évidemment, là, il y a beaucoup de différences avec le projet Manhattan, qui ne sera pas le nom final du projet, rassurez-vous. La première différence, c'est que dans Manhattan, il y avait un seul sujet. Il fallait produire de l'énergie pour, hélas, la mettre dans une bombe et arrêter ce que l'un de vos camarades a appelé l'axe du mal, ce qu'on appelait à ce moment-là l'axe du mal, et arrêter la destruction de la planète, mais par les forces nazies et alliées aux nazis. Ici, le sujet est protéiforme. Donc, on a un certain nombre de sujets. Donc, le point, c'est de choisir un certain nombre de sujets scientifiques qui ont besoin d'une rupture scientifique et technologique et qui ont un impact mesurable et important sur l'émission de carbone. On donnera quelques exemples tout à l'heure. Donc, on choisit un certain nombre de sujets, on recrute, on va chercher dans les labos, là où ils sont, les meilleurs scientifiques français et européens, et on les finance jusqu'à sortir, non pas de la science, non pas des articles, non pas des exposés de conférences, mais ce que les gens appellent un livrable. Un livrable, c'est quoi? En fait, c'est un prototype industriel, c'est un pilote industriel. À la fin, on sort un pilote industriel qui va pouvoir mettre à l'échelle pour la société, par exemple, de la production d'ammoniac largement décarboné. Ça pourrait être un projet sujet. Donc, le faire de façon très autonome pour ne pas être soumis aux lobbies, aux pressions qui peuvent être des lobbies, des pressions d'ailleurs, soit de la puissance publique, soit d'industries privées qui pourraient se sentir menacées dans leur modèle économique. Je n'en citerai aucune. Et ensuite, de faire intervenir, on veut créer une nouvelle économie, c'est ça dont Mathieu a parlé. Après chaque crise, il y a une nouvelle économie qui sort, des financements privés qui arrivent pour développer des entreprises qui vont industrialiser ça. Et donc, le point qui est évidemment très très important, on a donné quelques exemples qui ne sont pas arbitrés parce que on va fabriquer un conseil scientifique qui va choisir ces sujets-là en interaction avec la communauté scientifique et technologique. Donc, un certain nombre de sujets. Ici, on a donné des exemples. Alors ici, vous avez... par exemple, l'hydrogène vert, c'est les questions de conversion du gaz carbonique dans des produits d'intérêt, chimiques ou industriels plus généralement. Ensuite, vous avez les techniques anthropiques. En fait, les deux sont des techniques anthropiques, soit pour la production d'énergie, on en a parlé tout à l'heure, l'énergie bleue, comment produire de l'énergie en utilisant un gradient de salinité. Et puis, vous avez aussi tout un aspect qui est absolument majeur, et ça c'est un point qui m'est particulièrement cher. Le réchauffement climatique, c'est un problème qui est mondial. Ce n'est pas seulement un problème qui concerne les pays du Nord, comme on dit, des pays développés. Ça concerne les Suds. Il y a des enjeux qui sont extrêmement grands. Par exemple, la question de la désalination, qui est un enjeu absolument majeur, mondial. Il y en a d'autres. Et pourquoi on a choisi ces trois-là? Parce que l'organisation fait qu'il y a un sujet majeur, qui est en fait l'interaction ion-électron là-dedans. Dans le premier, c'est la catalyse à atome unique. Dans les autres, c'est les densités de charge très très importantes dans des membranes, etc. Et donc de mettre ensemble ces gens qui travaillent finalement dans le même genre de problèmes scientifiques de rupture qui irriguent ces projets industriels. Comment on veut faire ça?
là je vais aller très vite, malgré tout c'est important, on n'est pas en train de changer la manière de faire de la recherche à long terme. La recherche à long terme, elle a son fonctionnement. Il y a plein de choses qui marchent très très bien, il y a de très belles sciences. On vient d'avoir encore de beaux prix Nobel cette année, l'année dernière. D'ailleurs ça nous aide parce qu'Alain Aspect nous soutient bien dans cette histoire. C'est de créer pour ce problème qui a une durée de vie limitée, nous l'espérons, un dispositif ad hoc qui va regrouper des gens qu'on va les prendre un peu partout pour une durée limitée. On a pris l'objectif 2050-25 ans, dans une structure qui est très légère, c'est plus des écoles, des universités, des organismes de recherche, etc. Et avec le point qui est très, très important, le but, c'est d'utiliser la science pour arriver à des livrables de nature industrielle qui vont aider à la décarbonation, le tout dans un seul endroit. Ça coûte des sous, on a fait une évaluation, je peux vous expliquer comment on l'a fait si ça vous intéresse. Au niveau français, je préfère le dire en pourcentage du PIB, c'est moins de 0,1% du PIB français. Parce que 1 milliard, ça fait beaucoup, mais 0,1% du PIB, ça fait moins. Sachant que la marge d'erreur de calcul du PIB, c'est 0,3. Je veux juste préciser un truc, c'est que les sujets dont Yves a parlé, c'est vraiment purement... c'est vraiment des exemples en fait, parce que nous on n'est pas légitime à aller dire il faut mettre l'énergie là-dedans, c'est ça la priorité, ce sujet-là non c'est moins important, ce sujet-là c'est plus ambitieux. En fait il faut un conseil scientifique à part entière qui soit capable de rassembler les gens compétents pour développer ça. Et donc là on a donné 3 exemples sur les technologies de l'eau, l'énergie osmotique, ce genre de choses, mais c'est vraiment c'est juste pour avoir un peu un truc tangible à discuter. C'est pas du tout le plan général du projet Manhattan. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment discuté et piloté de manière à avoir un impact et d'aller chercher les bonnes technos aux bons endroits. Voilà. Tu veux présenter ça, Yves ? Non, je veux juste que tu présentes la dernière que j'avais... Voilà, et donc en bref, moi vraiment le constat que j'ai et que j'ai maintenant, quelques années après être sorti de l'école, c'est vraiment que, en fait, moi j'ai vraiment eu quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai vraiment eu des périodes où je croyais plus du tout à ce que je faisais. Et je me disais, mais c'est pas possible, genre la science, qu'est-ce que je vais aller faire ? Et en fait, maintenant je suis convaincu que ça a du sens et que de toute façon, on a besoin des gens comme nous parce que c'est eux qui vont avoir les clés de transformer les systèmes de demain. Et donc, et moi j'ai plein d'amis qui sont partis dans les fermes, etc., ce qu'on appelait les déserteurs ou les bifurqueurs. Et bon, moi j'ai rien contre eux, mais je pense qu'en tout cas ça a énormément de sens d'essayer de rester dans le système industriel qui structure le monde tel qu'il est maintenant et d'essayer de le changer, parce que de toute façon on a absolument besoin de le changer, et non seulement pour changer l'Europe et la France, mais aussi pour développer les technos, parce que nous on a les moyens de le faire, qui vont servir à décarboner l'ensemble du monde. Et bref, donc évidemment, on a besoin de vous, des jeunes ingénieurs, des jeunes scientifiques qui sortent des écoles, et on a besoin de vous pour aller dans les labos, pour aller dans les entreprises, pour aller faire la R&D, etc. Et aussi, voilà, si vous soutenez ce projet, peut-être de même d'en discuter, d'en parler. Je sais qu'il y a des tribunes étudiantes qui commencent à circuler un peu en soutien à ça, des étudiants qui disent mais si vous faites ce projet, ça donne du sens à notre métier, donc voilà, faites-le. Et voilà, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous engager là-dedans si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup messieurs, c'était passionnant. En tout cas moi j'ai trouvé ça génial, j'espère que les auditrices et auditeurs ont autant apprécié que moi. En attendant que vous réfléchissiez à vos questions, je vais commencer par une question moi-même. Concernant le choix des sujets sur lesquels seront axés la recherche, qui va décider de ça ? Est-ce que ça va être l'État, les chercheurs ? Non, ça c'est un point qui est absolument central. Merci, c'est une question qui est vraiment centrale. On a vraiment besoin d'une structure qui est autonome, et qui est autonome dans ses décisions et dans son process. Pourquoi ? Parce que si vous voulez faire une recherche de rupture, il faut que vous puissiez faire une recherche en rupture avec l'économie telle qu'elle est, parce que le but poursuivi, c'est pas un impératif économique d'abord. Bien sûr que l'économie, c'est important, parce qu'il faut que cette école fonctionne, il faut qu'on puisse payer les retraites, etc. Mais ça devient second. Parce que le principal problème, c'est d'assurer une terre viable. Alors, pour vous, parce que vous êtes jeune, moi, pour mes enfants, mes petits-enfants. Donc ça, c'est vraiment point. Donc, pour être autonome, les sujets doivent être... dans notre projet, les sujets sont
décidée par un comité de pilotage qui assume les décisions, notamment par rapport au bailleur, qui est largement la puissance publique, justement pour être autonome, et sur proposition d'un conseil scientifique. Et ce conseil scientifique, il est formé de scientifiques de haut niveau qui ont une vision assez large, parce qu'ils vont s'appuyer sur des expertises XOM, mais qui ont une vision assez large, très reconnue. Bon, par exemple, une des personnes que je peux citer, parce qu'il nous aide vraiment beaucoup, c'est Tarascon. Tarascon, Académie des sciences, médaille d'or du CNRS, c'est le grand pape mondial des batteries. Donc c'est des gens de cette stature-là, français, européens, hein, c'est vraiment un point, qui vont essayer de trouver les bons sujets qui à la fois ont un gros impact, où il y a effectivement, c'est pas de la recherche incrémentale qui se fait très bien ailleurs, mais où il y a besoin d'une rupture, mais qui sont quand même pas trop loin de la maturité pour qu'à l'échelle d'une dizaine d'années, on puisse avoir ce pilote industriel. Et comme Mathieu l'a dit, comment? Il n'est absolument pas hors sol. Il va être en dialogue avec les forces scientifiques publiques et privées. Il y a de la recherche privée qui existe de qualité. Mais en revanche, il sera complètement souverain. Donc ça, je pense que ce point est très très important. La structure doit être autonome parce que sinon, on va recommencer, on va essayer d'améliorer le moteur à explosion de votre voiture ou de la mienne, qui en plus est un diesel. Bon, je vais en changer le plus vite possible. On va essayer de faire des choses qui sont très importantes, mais c'est pas avec ça qu'on va arriver au zéro émission. Ça, c'est sûr. Juste en faisant ça, on n'y arrivera pas. Merci, monsieur. Merci. J'ai une question, moi aussi. Dans la présentation, vous nous avez dit donc qu'aujourd'hui, on émet 60 gigatonnes de CO2 par an. Moi, j'avais trouvé 40, mais bon, voilà, des chiffres de même ordre de grandeur. On a une étude de Nature Climate Change du 30 octobre qui nous dit qu'il nous reste 250 gigatonnes de CO2 pour avoir 50% de chances de respecter le scénario 1,5 degré. Ce qui fait, si on fait des calculs, 6 ans pour atteindre la neutralité carbone. Vous nous proposez un projet sur 25 ans. Est-ce que ça manque pas d'ambition? Alors, juste sur la première chose, c'est pour donc sur les gigatonnes de CO2 émises. En fait, c'est 60 tonnes, c'est ce qu'on émet, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, la Terre en recapte 20, et donc en fait, on est à 40 tonnes net par an. Bref. Donc ensuite en fait ça c'est à mon avis c'est un des plus gros problèmes de l'urgence climatique, c'est qu'en fait on a tellement un objectif difficile en face, on est en bas d'un énorme mur et juste on est paralysé par la difficulté et donc c'est sûr qu'en fait c'est difficile de commencer à grimper cet énorme mur là, mais le problème c'est que oui il faut bien qu'on commence quelque part et là pour l'instant à mon avis, on est toujours en bas et on a à peine commencé. Donc on a quelques trucs qui commencent et c'est bien. Enfin, je veux dire, et on est en train de. Enfin, à mon avis, la plus grosse victoire qu'on ait, c'est d'avoir une majorité de gens maintenant qui commencent à être convaincus du réchauffement climatique, que c'est important d'agir, qu'ils sont de plus en plus prêts à faire des efforts là-dedans. Mais pour l'instant, on n'a pas changé grand-chose. Les gens se chauffent toujours au gaz, les voitures roulent toujours à l'essence. Voilà, on est toujours sur un modèle de la voiture individuelle. L'agriculture est toujours extrêmement carbonée. Voilà, et ça, c'est pour la France. Mais alors pour la Chine qui se chauffe qui fait l'électricité au charbon, c'est encore pire. Donc, de toute façon, évidemment, je veux dire, c'est considérablement, c'est extrêmement difficile ce qu'on a en face. Et oui, je suis d'accord que le budget carbone se réduit drastiquement. Bon, nous, ce qu'on essaye, on essaye de faire un truc assez pragmatique, qui soit de chercher quelle est, avec la situation actuelle, les structures qu'on a à disposition, un projet qui soit réaliste, qu'on puisse mettre en place, qui soit défendable politiquement, qu'on puisse créer pour de vrai. Et ensuite, et voilà, mais parce que là, si on dit juste, mais regardez, il reste que 250 gigatonnes, nanana, on a quelque chose de réel. Nous, le but, c'est vraiment d'essayer de trouver un créneau pour faire quelque chose de réel et qui aille dans le bon sens. Mais évidemment, on n'est jamais assez ambitieux. Si je peux ajouter un mot, c'est vraiment, on n'est pas assez ambitieux. Je suis complètement d'accord avec vous, mais je vais raconter une anecdote. Cet après-midi, avec son chef, là, son patron, on était au ministère de l'économie pour essayer de porter la bonne parole. Donc, on fait nos histoires, on raconte, et dit ah oui, mais bon, c'est quand même un peu cher. Est-ce que vous pourriez pas commencer un peu moins, etc. Et puis au moment, elle dit mais ah bon, 1 milliard, c'est par an qu'il vous faut? Donc il y a une totale déconnexion
Vous avez vu des articles en disant qu'il faudrait dépenser entre 10 à 20 fois plus que ce qu'on fait pour lutter contre il y a eu des choses comme ça qui sont sorties dans les organisations internationales. Bon, il y a eu un rapport d'un cabinet de conseil que j'aime pas beaucoup, mais que je ne citerai pas, mais que mes camarades connaissent bien, qui dit qu'il faut au moins 2500 milliards d'investissements. Ce qui est très vraisemblablement très sous-estimé, parce que 2500 milliards, en fait, c'est peanuts, hein, c'est le PIB sur un an de la France, c'est vraiment de la roupie de Sansonnet. C'est sans doute beaucoup plus. Mais le point, il ne faut pas en tirer la conséquence que c'est fini, on ne peut rien faire, etc. Au contraire, ça veut dire qu'il faut y aller de toutes vos forces, et c'est vous qui pouvez y aller. Donc nous, on essaye un peu, mais lui, il peut, mais moi, je suis un peu vieux. Et c'est vraiment vous qui avez un impact possible là-dessus. Vous avez dit qu'il y a une véritable déconnexion, et du coup, je vais rebondir là-dessus. C'est quelque chose que je pense que vous observez du coup en allant chercher des financements. Quand on voit qu'en Allemagne, Angela Merkel, donc l'ex-chancelière, elle est physicienne de formation, qu'elle a un doctorat en chimie quantique, et qu'une fois qu'elle est allée au pouvoir, la dépense en recherche et développement du pays, donc de l'Allemagne, elle s'est élevée à 2,2% du PIB. À 2,9% du PIB contre 2,2% en France aujourd'hui. Est-ce que nous, en France, on n'a pas un problème qui est que nos politiques ne sont pas formés aux sciences, ne viennent pas d'écoles scientifiques, etc. Ouais, on a probablement un souci avec ça, oui. Quand on voit qu'on a Mélenchon qui peut dire sans problème sur France Inter qu'on va faire l'ensemble de l'énergie française avec les usines marémotrices, oui, il y a un vrai souci là-dessus chez les journalistes et toute la classe politique, à mon avis. Oui, enfin, alors je voudrais juste, oui, il y a un problème, la France en recherche est largement sous-financée pour plein de raisons qui ne sont pas vraiment le sujet ici, mais oui, vous avez raison. Mais ça, c'est de la recherche un peu sur long terme. Là, on est vraiment sur une recherche de court terme où il faut mettre un gros paquet. C'est en fait deux sujets qui sont reliés, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est ça que je voudrais insister là-dessus. Donc oui, on a un très très gros problème en France, et ça explique quand même pas mal de difficultés que nous avons, mais globalement sur l'économie. Après, je pense qu'il y a un problème qui est mondial, en revanche, vraiment mondial, et la France est pleinement touchée, du fait qu'on sous-estime l'importance et l'urgence d'avoir des actions extraordinairement fortes, ultra prioritaires, sur la transition économique, la transition écologique, et la transition énergétique en particulier. Et ça, c'est un problème qui est majeur. Et bon, j'espère qu'il y aura une prise de conscience qui sera, parce que là, le compte n'y est pas. En fait, il y a un truc qui est intéressant à regarder sur le côté financier, parce que c'est vrai qu'en fait, nous, c'est facile d'aller dire il faut mettre de l'argent, mais à la fin, il sort quand même des caisses de l'État, et les gens qui nous dirigent sont responsables de ça et de ne pas augmenter trop la dette, etc. Donc ça, à mon avis, c'est quand même un vrai problème. On ne peut pas non plus faire juste les enfants gâtés qui demandent de l'argent. Et il y a un truc qui est quand même important à voir, c'est que les coûts de l'inaction sont des ordres de grandeur au-dessus en fait, des coûts de la transition qu'il faudrait faire. Et ça, c'est un truc qui commence à être vraiment bien compris maintenant. Donc c'était dans le dernier rapport du GIEC, et puis ça a été encore pas mal insisté dessus récemment. Voilà, les coûts de l'inaction, ça va être délirant, juste pour relever les maisons, pour déplacer les populations à cause du niveau de la mer, etc. Et chaque degré qu'on évite, ou chaque demi-degré ou dixième de degré, en fait, c'est des milliers de milliards à chaque fois. Parce que juste, les Indonésiens, ils déplacent leur capitale. Enfin, il me semble que c'est en Indonésie. Ils déplacent leur capitale entière à cause de la montée des océans. Enfin, juste les coûts, on peut même pas parler de coûts. Et donc, voilà, en fait, le problème, c'est que celui qui pollue ne paye pas après. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est difficile pour les organisations de changer, c'est pour ça que c'est difficile pour les États et pour les individus. Mais sinon, sur les sommes engagées, je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. J'avais une question sur... donc, si j'ai bien compris, un des principaux objectifs du projet Manhattan, de l'écologie, c'est de concevoir des façons décarbonées d'utiliser de l'énergie. Donc, par exemple, chauffer des maisons de façon plus verte, pour prendre un exemple. Comment on fait pour que ces nouvelles façons de faire qui sont moins polluantes, elles ne donnent pas lieu à un effet rebond, c'est-à-dire qu'on multiplie tout simplement le nombre d'usages, et donc on reste dans cette démarche de croissance. Comment on sort de ça ?
Mais ça, c'est en effet, c'est super important. Et il va falloir faire vraiment attention. Après, là, l'exemple que tu prends, c'est pas mal. Les pompes à chaleur. Enfin, l'efficacité des pompes à chaleur, c'est un truc, c'est délirant. Hein. C'est extrêmement efficace les pompes à chaleur. Enfin, c'est genre quasiment un ordre de grandeur au-dessus du chauffage au gaz. Enfin, c'est impressionnant. Et donc, en fait, faire de l'électricité nucléaire et faire de la pompe à chaleur après, même c'est quand même un système qui est extrêmement efficace. Donc, même si on peut avoir un effet rebond, je veux dire, les gens vont pas commencer à mettre les maisons à 35 degrés, quoi. Donc, oui, l'effet rebond, c'est un truc qui est complètement réel. Et c'est vrai que faire des SUV de 2 tonnes avec des batteries lithium, c'est un peu con. Ça, faut pas se mentir. Mais trouver des solutions technologiques qui ont un impact, c'est extrêmement important. Mais ça ne peut pas se faire ni en décorrélation avec une évolution des usages et une évolution sociale et de la société. Les deux sont, et c'est exactement la réponse à votre question. C'est-à-dire, il est évident que si on donne des solutions technologiques, mais qu'on multiplie par 10 l'utilisation, ça ne sert à rien. Si vous diminuez un facteur 10, vous multipliez par 10 les usages, ben, en principe, ça fait le rapport est 1. Donc, c'est absolument corrélé. Le point, c'est qu'on ne peut pas se passer du pilier technologique et scientifique, mais les deux premiers piliers, disons, d'action des politiques publiques et l'action standard des industriels, sont extrêmement importants aussi. On ne peut pas s'en passer non plus. Et en fait, encore un autre truc là, qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que, en fait, faut pas non plus qu'on sous-estimer l'impact qu'on peut avoir en étant jeune. Enfin, moi, j'ai des amis là, je suis promotion 2017, hein, donc je suis quand même pas depuis longtemps dans le monde professionnel. J'ai des amis de ma promo qui sont arrivés dans des banques et ils ont commencé dès la première année à travailler sur la mise en place des indicateurs carbone pour évaluer les projets d'investissement. Et au bout de 2-3 ans, ils sont devenus responsables de ça. Et en fait, dans certaines grandes banques françaises, c'est des jeunes de ma promo qui ont fait ça. En fait, moi, je trouve ça délirant. Genre, l'impact qu'on peut avoir en étant ingénieur et juste en faisant son métier, c'est incroyable. Et donc, que ce soit sur un point de vue, donc banque, c'est pas vraiment le métier de l'ingénieur, mais c'est sur quelles que soient les industries où on va, on peut vraiment avoir des impacts très très forts. Et que ce soit, donc, banque, c'est plutôt sur les usages, ou sur les investissements, ou sur les technologies, etc. Voilà. Pour l'instant, vous en rendez probablement pas trop compte, mais vous avez un pouvoir énorme dans les années à venir. Alors, j'avais une question vis-à-vis de... Vous parliez de projet Manhattan et d'un investissement de 1 milliard par an, si j'ai bien compris, pour passer d'idées en laboratoire à des technologies industrielles. Ces technologies-là, elles auraient un potentiel commercial, je suppose, important. Les brevets, l'argent des brevets, ce sera pour l'État ou ce sera pour les entreprises privées qui vont les utiliser derrière? Alors ça, c'est la première question qu'ils m'ont posée au ministère de l'Économie, bizarrement. Non, je pense que c'est une excellente... Jusqu'au financement des usines pilotes, le financement est un financement public ou philanthropique, mais c'est donc du bien commun. Donc la propriété intellectuelle est un bien commun. Ça, je pense, c'est très important. Après, ce bien commun, il faut le valoriser pour le bien de tout le monde. On est dans une économie telle qu'elle est, et c'est pas, nous, on est scientifiques, on n'a pas décidé du système dans lequel on vit, donc il faut valoriser du point de vue industriel, entrepreneurial, etc. Donc il y a 2 voies pour valoriser ça, en gardant la propriété intellectuelle comme un bien commun. La première, c'est une technique classique, c'est des licences sur brevet. Donc il faut voir comment vous licencez sur des brevets pour qu'il y ait de l'utilisation qui est faite. Le deuxième point, c'est que vous pouvez céder la propriété intellectuelle dans le cas, le plus souvent, c'est si vous avez une entreprise qui se crée, une start-up qui se crée, et en contrepartie, vous rentrez au capital. Ce qui, d'une part, vous donne un retour sur investissement sur les fruits, mais aussi, peut-être plus important, vous permet de rentrer au board et donc d'avoir un impact sur la politique de la société. C'est grosso modo l'idée générale. Après, la propriété intellectuelle, c'est un sujet compliqué. Il y aura sans doute des choses à travailler, mais l'idée quand même, c'est que la propriété intellectuelle reste un bien commun et qu'elle soit valorisée dans le système économique dans lequel on est, qui est un système où la valorisation se fait par le privé, en revanche, pour la plupart du temps. Il peut y avoir des entreprises publiques si la société décide, mais disons, c'est ça l'idée. Mais après, ça c'est quelque chose qu'on est habitué à faire en France. Hein. Je veux dire, le CEA, par exemple, qui développe tout ce qui est lié au nucléaire, a eu très très souvent à faire des transferts de technologie vers le privé. Il y a eu Framatome, etc. Enfin, il y a eu Areva, il y a eu énormément de ces choses-là. Donc c'est des choses qui existent et l'État est capable de s'assurer de pas se faire rouler, quoi.
Oui, Là, ça marche. Là, ça marche. Oui. Nickel. J'avais une question. Vous défendez une objectivité et une indépendance de l'État. Pourtant, ce sera probablement votre plus gros sponsor, entre guillemets. Comment faire en sorte que l'État n'arrête pas ses subventions si les projets que vous décidez de soutenir ne se conforment pas à la politique publique? Oui, alors, il n'y a pas de système universel, il n'y a pas de garantie. Vous avez parfaitement raison. Donc, le système qu'on a imaginé, c'est que l'institution est autonome, ça peut être une fondation d'utilité publique, par exemple, ou des choses comme ça. Le point, c'est à un moment, le financeur, il a toujours son mot à dire, et d'autant que le financeur, c'est vous. C'est la puissance publique, c'est-à-dire c'est le citoyen. Donc c'est normal que le financeur ait un contrôle là-dessus. Et nous, l'idée là-dedans, c'est qu'il puisse vider du jour au lendemain l'équipe si ça se passe mal. Ça, c'est normal. Parce que vous avez le contrôle démocratique sur la puissance publique. Par vos votes, en fait, vous avez ce contrôle-là. Est-ce qu'il y a une garantie que l'État se désengage ou pas? Non. Il n'y a pas de garantie. Ce serait pas normal. Mais ça serait pas normal. C'est-à-dire, il faut qu'on prouve que l'entreprise fonctionne, l'entreprise humaine fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut être très honnête au départ sur la temporalité. On ne va pas vendre du rêve en disant que dans 2 ans, on va sortir je ne sais pas combien de start-up qui vont vous diminuer de 10% les rejets de CO2. Non. Il y a un premier programme qu'on peut commenter si on veut, France 2030. On est dans une optique, qu'est-ce qui se passe après France 2030, c'est-à-dire comment on rend 2050 possible. Okay, donc il faut donner ces garde-fous-là. Après, il n'y en a pas plus. Je pense qu'on n'a pas plus. Du coup, au vu de la question qui vient d'être posée, au vu aussi du fait que, si j'ai bien compris, ça va être un peu chaud pour avoir le 1 milliard par an du ministre de l'économie, on fait quoi si ça ne marche pas? On va faire du porte-à-porte chez les milliardaires qui ne sont pas très actifs pour l'instant non plus. Il y a des solutions de repli? Alors, bon, d'abord, ce projet-là, enfin, je répète, hein, c'est pas une entreprise publicitaire, on n'est pas venu ici pour faire de la retape, mais quand même un peu, sans votre appui, on n'y arrivera pas. Hein, on est quand même un peu à rebrousse-poil de ce qui se fait d'habitude, hein, soyons clairs. Donc c'est très difficile de changer les choses. Moi, je suis dans une optique, alors je sais pas, moi, ma comparaison en général, c'est soit le pari Pascal, soit euro-million. C'est-à-dire, si vous jouez à euro-million, c'est une bonne idée en fait de jouer à euro-million parce que ça coûte pas cher de jouer à euro-million. Bien sûr, vous ne gagnerez pas, mais en revanche, si vous gagnez, votre vie change. Manhattan, on en est un peu là. Hein. C'est un peu ça. C'est un pari. C'est un pari. Maintenant, il faut le rendre possible. Alors, est-ce qu'on cherche d'autres choses? Oui. Mais bon, nous, on n'est pas des hommes de réseau, hein. Donc on essaye de discuter avec des gens qui ont plein de sous. En attisant la fibre, voilà, j'aimerais laisser mon nom, voilà, un peu ce chose-là. Maintenant, ça ne se fera pas sans l'État, parce que ça nécessitera, un peu comme ça s'est passé au moment de l'émergence des vaccins Covid aux États-Unis, ça nécessitera aussi des adaptations réglementaires, voire législatives, ou des choses à droite à gauche, et il faudra que l'État aide à un moment ou à un autre. Mais au niveau financier, c'est pour ça que j'ai dit public et philanthropique, il y aura très vraisemblablement, peut-être au démarrage, et l'État viendra après, enfin, etc., il y aura sûrement un mix, et on essaye de travailler là. Mais voilà, honnêtement, c'est pas là où on est le meilleur. Hein, mais... Est-ce que ça serait possible d'avoir plus de détails sur concrètement le projet Manhattan? Essayez de nous le faire visualiser, c'est-à-dire est-ce que ça va être un grand bâtiment? Où est-ce qu'on va le construire? Combien de personnes? Combien d'équipes de recherche? Plus précisément. Oui, vous avez un avenir dans le journalisme, hein, ça, franchement. C'est fondamental, et ça aussi, c'est difficile à discuter avec la puissance publique. Ce genre de projet, ça marche quand les gens sont ensemble dans un lieu. C'est une des autres analogies avec Manhattan, c'est qu'on les a mis in the middle of nowhere. Donc là, c'était pour des raisons de confidentialité, pour lesquelles on les avait mis dans le désert, mais donc on ne compte pas les mettre dans le désert. Mais en revanche, il faut les regrouper à un endroit, parce que sinon ça ne marche pas. D'ailleurs, quand je vous ai montré les 3 projets BFRO avec un groupe Common, s'ils ne sont pas au même endroit, ça ne marche pas. Le deuxième point, c'est le défaut de mon milieu, le milieu académique. Quand vous êtes dans votre coin,
Si vous obtenez un financement, au début, vous commencez, puis après, vous tordez le coût au financement et vous faites ce que vous avez envie de faire. Un scientifique, il marche comme ça. Bon, mon copain Benoît Devaux dit non, mais en fait, il sait bien que j'ai raison. Et là, c'est vraiment un point. On veut une entreprise collective où il y a un mouvement des gens vers quelque chose, avec la recherche qui est vraiment pilotée, où on va tous bosser à 100%. Ça se fait à un endroit. Alors, c'est quoi le volume? Nous, on a évalué pour avoir un impact, au niveau français, parce qu'il faudra que ça monte au niveau européen petit à petit, en régime constant sur la tranche énergie, énergie et un peu décarbonation, mais on n'en est pas encore à la transition écologique en général, sur une 50aine de projets, avec une 30aine de personnes par projet, ça veut dire 1500 personnes, sans compter le staff. Donc ça fait quand même un petit truc, quoi. Où on le fait, donc là, j'ai des idées en tête, des endroits où il y a des bâtiments existants qui sont juste à rénover, parce que si vous commencez à construire, vous en avez pour des plombes, donc ça, c'est pas la peine. Et un endroit qui n'est pas le désert de Los Alamos, parce que vous voulez quand même un minimum de transport pour que les gens puissent venir. Il n'y a pas 36 endroits en France, il y en a quelques-uns. Voilà, ça existe, disons pour l'instant. Mais c'est clair, c'est un lieu bien desservi et avec du foncier existant. Voilà. Donc pas le plateau de Saclay, du coup. Non, mais ça pourrait être en bas. Merci. Pour poursuivre cette image, ce parallèle avec le projet Manhattan, est-ce que vous pensez qu'une structure, une organisation militaire ou une supervision militaire est souhaitable pour un projet Manhattan écologique? Parce que c'est ce qui a fait pour beaucoup le succès du projet Manhattan pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, là, je suis pas convaincu que ça fasse lever les foules aujourd'hui, là, mais... Enfin, pour la guerre, c'était quand même un vrai état de guerre et c'était une arme qu'on voulait développer. Il y avait la confidentialité qui était importante et puis l'arme a été livrée aux militaires à la fin. Là, je pense que le parallèle s'arrête ici en effet et que c'est pas souhaitable parce que c'est juste pas le métier des militaires. Le métier des militaires, c'est la sécurité vis-à-vis des puissances militaires extérieures et là voilà, c'est clairement pas là-dessus. Et donc je pense que c'est pas relié aux militaires. Par contre, nous, voilà, l'analogie, c'est que on livre à la puissance publique et c'est donc elle qui doit piloter le projet. Et par exemple, il y a une analogie qui est intéressante, c'est sur ces espèces de sciences au service de l'État. C'est donc dans le film d'Oppenheimer, on voit très bien Groves, là, donc le militaire avec Oppenheimer. Et en fait, il y a eu aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans la série de Tchernobyl, on voit comment il s'appelle, Boris Shribina, qui est genre un haut fonctionnaire russe, qui est purement un apparatchik de l'État, qui n'est pas du tout scientifique, mais qui est là pour préserver les intérêts de la nation, donc qui sont qu'on règle le plus rapidement possible le problème de Tchernobyl sans trop de morts et sans que ça se sache à l'étranger. Et il travaille avec Legasov, qui est genre un des meilleurs scientifiques nucléaires russes de l'époque. Et les deux arrivent à travailler ensemble de manière vraiment à mission, quoi. C'est vraiment ça, recherche à mission. Et donc voilà, à mon avis, c'est un peu plus proche de ce qu'on veut faire que les militaires. Mais... Oui, si vous voulez, en revanche, ce qui est important, c'est la question infrastructure et support, etc. Et pour être très honnête, j'ai tout à fait en tête de la personne que j'ai envie de recruter pour faire le job. Mais il se trouve que c'est pas un militaire. Yves a beaucoup d'idées en tête. Mais il n'empêche quand même que sur cette idée du militaire, le projet Manhattan, du coup, entre 42 et 45, c'était 1% du PIB américain. Un peu plus, oui. Un peu plus d'1%. Et seulement 10% pour la recherche, 90% pour tout ce qui était industrialisation, etc. Et donc on retomberait dans les 1,01 pour la recherche, comme vous proposez là. Mais du coup, toute cette industrialisation, elle est permise aussi pour le projet Manhattan original, parce que c'est l'armée, parce qu'il y a des méthodes pour aller super vite, pour avoir cette lenteur bureaucratique et la hiérarchie. Après le projet Manhattan, ils avaient une force considérable qui était qu'ils savaient dès le début ce qu'ils voulaient faire. En fait, dans la lettre qu'ils écrivent à Roosevelt, c'est Einstein et Svidler, ils écrivent, et Szilard plutôt, ils écrivent déjà qu'en gros, il faut qu'on enrichisse du plutonium et de l'uranium. Donc en fait, on le savait dès le début. Et donc, ils ont très bien pu lancer en parallèle les usines de scale-up qui sont, il faut qu'on enrichisse du plutonium et de l'uranium, et pendant ce temps, les scientifiques vont travailler. Nous, c'est un peu plus compliqué. Il y a des choses qu'on peut commencer tout de suite, mais pas non plus énormément. Les industries, les gigafactories des batteries, c'est sur des technos qui sont matures depuis déjà 15 ans ou 10 ans.
Donc là, à mon avis, ce parallèle-là est pas complètement trivial. Hein. De lancer des industriels à plein tube dès le début, non, ça c'est pas possible. Et donc c'est là que tout l'intérêt du projet qui fait qu'il est difficile, c'est qu'il faut un couplage qui soit vraiment capable de faire cette accélération technologique rapide et de dire, ok, cette techno qui est à ce stade-là, qu'est-ce qu'il lui faut pour monter le plus vite possible? Est-ce que c'est un prototypage? Est-ce que c'est un co-développement avec un industriel pour adapter une usine? Est-ce que c'est, enfin voilà, et au cas par cas, il va falloir être intelligent et mettre les bons moyens et les bonnes ressources, quoi. Mais donc voilà, c'est clairement, à mon avis, c'est un projet qui est beaucoup plus difficile que le vrai projet Manhattan. Comment est-ce que vous vous assurez dans ce projet que les solutions à nos problèmes actuels ne causent pas dans l'avenir, dans 50 ans, des problèmes peut-être encore plus graves? Quand on a inventé le procédé Haber-Bosch, on a résolu le problème de la faim dans le monde, hein, en gros. Enfin, c'est assez délirant ce que ça a apporté. Bon, le problème, c'est que c'est un procédé dans lequel on crée du CO2 intrinsèquement, quoi. C'est même pas lié à l'énergie qui le fait tourner, c'est juste que bah voilà, on prend de l'hydrogène, on le met avec du carbone, puis de l'oxygène, on met avec du carbone, voilà, ça fait du CO2, quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler les technologies, etc. Nous notre point de vue, c'est que de toute façon, il faut qu'on transforme le système techno-industriel dans son plus large aspect, et que pour ça, il faut qu'on mette des efforts ciblés pour développer les nouvelles technologies. Mais en fait, voilà, c'est juste ça, c'est qu'on considère que pour l'instant, on n'a pas mis les efforts là où il fallait pour créer un système décarboné. Donc ça va être, si on veut faire la réduction directe de l'acier, du minerai de fer pour faire de l'acier, c'est une techno qui pourrait, on s'attaque avec quasiment 8% des émissions mondiales de CO2 sur celles qui viennent de l'acier. Enfin, c'est des enjeux qui sont énormes. Et donc si on arrive à attaquer ça, voilà, on se propose de mettre les efforts dans certains endroits plutôt qu'à d'autres. Et évidemment, on n'a aucune garantie sur comment ce sera utilisé dans l'avenir, quels seront les autres problèmes qui viendront. Voilà, on veut faire on pense qu'on va faire des batteries au lithium pour faire la transition de la mobilité. Évidemment, le lithium, c'est des problèmes. Et si je suis chilien, je vis à côté d'une mine de lithium, pour moi, la transition écologique, c'est pas une bonne nouvelle. Et c'est clair qu'il n'y a pas de solution miracle, hein. De toute façon, on veut avoir des niveaux de confort énormes pour être tous devant nos ordis. Voilà, ça a un coût sur la Terre et un coût sur l'environnement à un moment donné. Et ça, c'est un problème de la démocratie et c'est pas un problème de la technique, hein, à mon avis. Mais malgré tout, c'est aussi ce qui nous a conduit C'était pas évident de dire qu'on s'intéressait à la transition écologique en général. On aurait pu se concentrer sur la transition énergétique et ses effets directs avec la décarbonation. Et sur l'exemple des batteries au lithium, ou que ce soit le recyclage des éoliennes, etc., on essaye de prendre dans l'optique de votre question. C'est-à-dire, si on prend quelque chose, on crée cette filière industrielle, on va réfléchir à la question des déchets, à la question du recyclage, etc., pas juste au tenter. Maintenant, c'est vraiment, je pense, comme le disait Mathieu, c'est vraiment au contrôle politique, là encore, avec un grand P du citoyen, de l'action publique, de voir au fur et à mesure comment évoluent les choses. On n'aura pas de garantie à 100% qu'on ne va pas dans le mur. Ce qu'on espère, c'est que la prise de conscience qu'aura été prête, j'espère qu'on arrivera à éviter pour mes petits-enfants d'aller vraiment dans le mur. Ce que j'espère, c'est qu'on en tirera des enseignements en mettant un peu moins la tête dans le sable trop longtemps avant de traiter vraiment les problèmes. Mais ça, c'est un vœu pieux. Je veux dire, on n'a pas de garantie. On va prendre une dernière question. Vous avez parlé un peu plus tôt d'un comité scientifique pour choisir les différents projets. Est-ce que vous avez déjà des idées sur les critères qui pourraient être retenus? Car on a des technologies comme la fusion nucléaire qui ont une ambition d'apparaître d'ici 50 ans, d'après certains experts. Et donc avec un investissement comme ça, on pourrait l'espérer un peu plus tôt. Mais ça semble quand même un peu irréalisable. Enfin, quels seraient du coup les critères que retiendrait ce conseil? Bon, je pense c'est un peu ce que j'ai dit au début. Bon, la fusion nucléaire dans 50 ans, vous êtes optimiste, hein. Non, pas nécessairement. Moi, je pense que c'est possible. Après, la question, c'est est-ce que c'est souhaitable? Et parce qu'en fait, on a déjà des solutions industrielles de nucléaire durable avec les neutrons rapides, etc. Bon, à mon avis, c'est un mirage pour faire la couverture de Sciences et Vie Junior, hein, la fusion. Il n'y en a pas besoin. Mais sur la couverture, sur le point...
comment on va choisir les gens? Je pense que c'est un peu ce que je disais. D'abord, vu le spectre du sujet, on a besoin d'avoir des gens qui sont non seulement forts, en général, quand vous êtes fort dans un domaine. Bon, il y a quelques personnes qui sont fortes dans plein de domaines, mais c'est assez rare. Mais en revanche, il faut des gens qui aient une ouverture et une culture scientifique assez importante pour avoir une vision assez large des choses et pour pouvoir avoir une connaissance du milieu qui fait que vous allez pouvoir vous appuyer sur un certain nombre de gens qui sont fiables. Donc ça, c'est un premier point. Donc, il va falloir balayer un certain nombre de thématiques. C'est clair qu'il va nous falloir des matériaux, il va nous falloir de la chimie, il va falloir peut-être de la physique même, qui sait. De la biologie, hein, la biologie a un énorme rôle à jouer dans cette histoire. Donc, un spectre large, deux, une carrure scientifique large. Et le deuxième point, c'est l'équilibre entre la vision scientifique et la vision technologique et la vision industrielle. Parce que si vous faites un truc dans un labo qui est super, etc., mais qui ne s'industrialise pas ou de façon tellement lourde que vous devez attendre 30 ou 40 ans là-dedans, ben ça ne sert à rien. D'accord ? Donc il va falloir trouver, pour notre propos, ça ne sert pas à rien pour la science en marche, pour ce qu'on fait tous les jours, mais pour ce propos-là, ça ne sert à rien. Donc il va falloir cet équilibre-là, et c'est dur. C'est pas évident, et c'est majeur. Merci.